BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et cet invité, c'est Sven Gatz. Bonjour. Bonjour. Ministre du budget à la région bruxelloise, finance et budget, mais aussi de la fonction publique et même de la promotion du multilinguisme et de l'image de Bruxelles. Ça, c'est le titre total. C'est presque plus long qu'un morceau de Telex. Vous avez choisi ça, pourquoi Telex, 1979 ? Parce que c'est très bruxellois, parce que j'aime Marc Moulin et Dan Laxman et les autres, et je trouve ça de façon musique électronique avant la lettre U, enfin avec Kraftwerk. 1979, hein, oui, donc ça n'a pas tellement vieilli en fait. J'avais 12 ans. Non, ça n'a pas vieilli. Voilà, vous l'avez dit en fait. C'est une meilleure réponse que la mienne. Voilà. Il a été douloureux à boucler, le budget bruxellois ? Oui et non. Non en ce sens que, après une journée et demie, tout a été réglé. Oui, parce qu'il y avait plus de pression que d'habitude, à mon avis, sur ce fameux budget. Je vais vous donner un exemple. Il y a une masse importante du budget total qu'il faut indexer, les salaires en particulier. Il faut les indexer à 2%. Si vous savez que la croissance économique n'est qu'à 1%, ça vous pose déjà un problème parce que vous pouvez faire cette indexation qui est importante et nécessaire, et puis il n'y a plus de marge pour les nouvelles politiques. Donc ce sont ces choses-là, la conjoncture et les nouveaux choix, il faut toujours les faire en même temps, et les concilier, pas évident. Ouais, vous êtes modeste, il y avait quand même un déficit de départ estimé à 1,1 milliard. Ce sont les engagements du passé, l'indexation, comme vous venez de le dire, mais aussi des dépenses qu'on jugeait incompressibles. Alors il y a 500 millions qu'on a sortis du calcul, dont on estime que ce sont des investissements, et donc on peut les sortir du déficit, mais il y avait quand même 600 millions à trouver. Vous les avez trouvés comment ? Il y a trois éléments qu'on a fait, où il y a trois aspects à cet exercice. Un tiers, disons, nous l'avons trouvé dans le budget. Il y a toujours un peu d'espace dans le budget en général. Il y a un tiers où les dépenses étaient vraiment incompressibles, parce que naturellement, on demande toujours plus qu'on a besoin. Chaque collègue fait ça. Et un tiers, on l'a trouvé en économie, en fait. Donc, il y a aussi des économies. Donc, quelles sont les économies qu'on va faire et que les Bruxellois pourraient sentir ? Chaque ministre va faire son exercice individuellement. Et donc, ce sera bien sûr dans les tableaux que je vais déposer dans les 10 jours au Parlement bruxellois. Et ce seront des discussions, disons, dans les commissions du Parlement où les ministres seront appelés à clarifier leurs économies précises. Voilà, mais chacun a son tableau d'économie à faire, il sait le chiffre final à atteindre et il doit faire l'exercice. Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition qui, après le discours de Rudy Verwoerd vendredi, a dit ce discours il est un peu cru et surtout sur le budget, il n'y a rien, il n'y a que des zones d'ombre, tout est reporté au contrôle budgétaire de printemps prochain et donc on ne sait absolument pas où le gouvernement régional va. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut d'abord stabiliser le budget, vous l'avez dit, on avait quand même un grand exercice à faire. Si on ne stabilise pas le budget, on ne peut pas faire par après les grands choix. Donc ça, c'était quand même très important. Amener mes collègues à faire des économies, c'était pour moi aussi important. Ce n'est pas un sport pour moi, je le fais parce que je suis ministre du budget et je le fais aussi parce que je pense si on veut dégager de nouvelles marges, il faut aussi faire des économies. Et donc, entre-temps, il y a quand même déjà des éléments importants. Il y a 30 millions de plus pour les allocations familiales. Il y a la fameuse Silver Tower derrière Rogier et la accueillir les fonctionnaires. Oui, voilà. C'est un grand investissement. Quelqu'un doit l'assumer, naturellement. Et il y a quand même aussi une injection financière un peu de coutume envers les commissions communautaires communes, COCOF, VGC, COCOM. Donc, il y aura des nouvelles politiques qui seront développées déjà. Ouais. Alors, on va y revenir, on va faire un peu le détail. Donc, sur les allocations familiales, 30 millions en plus, vous venez de nous dire, ça garantit les 150 € par enfant à partir du 1er janvier 2020, puisqu'à partir de 2020, Bruxelles devient compétente là-dessus, et c'est 160 € à partir de 12 ans, etc. Tout ça, c'est budgété, pas de problème. La gratuité à la STIB, qui avait été annoncée dans l'accord de gouvernement pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, elle entrera en vigueur quand, cette gratuité ? Je ne peux pas encore vous le dire. Je sais que Elke van den Brand, en tant que ministre responsable, étudie le dossier. Et étudier, ça veut dire quel est le timing et quel est le budget nécessaire. On estime cet effort quand même entre 15 et 20 millions. Et donc, le seul problème, disons, à part l'exécution d'un accord gouvernemental, qui est quand même important, c'est qu'on ne peut qu'exécuter des différents tarifs au sein de
la STIP. Je pense, si je suis bien informé, tous les 6 mois. À des moments précis de l'année. On ne peut pas changer les tarifs n'importe quand. Et là, naturellement, il y aura, avec l'ajustement du budget, on va déjà entamer cet exercice après la semaine prochaine, hein, donc on ne va pas attendre mars pour le faire. Et donc il y aura la gratuité de la STIP, il y aura les investissements nécessaires dans les logements sociaux, il y aura de ma part aussi le timing sur une baisse des droits d'enregistrement. Il y aura d'autres demandes des collègues. On va voir quelles sont les demandes et quelles sont les marges qu'on peut dégager. Mais donc la gratuité de la STIP pour les moins de 25 ans, les plus de 65 ans, ce sera peut-être en 2020, peut-être pas en 2020. L'accord gouvernemental stipule bien 2020, donc voilà, il faut trouver les moyens à pouvoir le faire. Et donc ça, vous déciderez dans les 10 jours qui viennent? Non. Ou au mois de mars? Ce sera quand même seulement au mois de mars. Mais votre sentiment, c'est que ce sera pour fin 2020? C'est envisageable, mais ce n'est pas uniquement dans mes mains, mais je suppose que la ministre de la Mobilité, Elke van den Brand, viendra déjà avant avec un dossier bien précis. Donc, ça veut dire que ça va être un bras de fer, ou un arbitrage. Un arbitrage, un bras de fer. Ouais. Si on négocie un accord gouvernemental, il y a différents exercices à faire, différents efforts budgétaires à faire. Et il est important qu'on les fait en même temps ou qu'on les décide en même temps avec un plan pluriannuel. Comme ça, tout le monde est à l'aise et le Bruxellois en profitera parce qu'il y a plusieurs bons éléments dans cet accord gouvernemental, bien sûr. Oui, mais pour garder l'équilibre budgétaire, qui est quand même le principe, il faut quand même dégager des marges, il faut trouver des économies ailleurs. Alors, il y a plein de dérapages. On en a cité, mais on pourrait aussi parler de l'agence Bruxelles Propreté, par exemple, qui est aussi en dérapage. C'est-à-dire qu'il faut trouver des marges ailleurs. Les marges, vous les avez trouvées où? Est-ce qu'on va réformer les titres-services, par exemple, parce qu'ils coûtent trop cher? C'est un élément important, oui. Et donc, mon collègue Bernard Clairfailly est sur l'affaire, et donc voilà. Mais bon, on pourra contrôler le système de titres et services, c'est son premier objectif, puis on pourra dégager quelques marges, mais les titres et services ne vont pas résoudre le problème budgétaire dans son entièreté. On va les réformer en 2020, les titres et services, ou ce sera plus tard? Je pense, mais je ne suis que le humble ministre du budget, je pense que c'est envisageable de le faire en 2020. Oui. Ouais. Un élément qui a beaucoup fait couler d'encre pendant la formation du gouvernement, c'est la politique de la mobilité. Alors on sait que les travaux du métro, c'est pour plus tard et qu'ils sont sortis, qu'ils sont bien budgétés, avec notamment l'intervention aussi du gouvernement fédéral, mais on a promis un certain nombre de lignes de tram et de lignes de bus, et certaines lignes de bus, notamment en 71, qui devaient changer de gabarit. Ce sera pour quand? Ce sera pour 2020, 2021, 2022? Toute cette planification est naturellement la compétence de la STIP. Elle est en train de le faire. Enfin, elle l'a déjà fait. Et là, il faut voir comment on peut bien avancer avec tous ces investissements qui n'avancent pas toujours du même rythme. Donc, ça dépendra quand même toujours en grande partie des dossiers techniques. Et donc, voilà, si on a dit qu'on va dégager de nouvelles lignes de tram et qu'on va faire des investissements pour le métro, on va le faire. Mais maintenant, pouvoir vous dire quel est le timing exact pour ces différents investissements, je ne peux pas encore le dire parce que la préparation est en train de se faire par la STIP et par Madame Van den Brand. Ouais. On va quitter le budget un instant, si vous voulez bien, Sven Gatz. Le parcours d'intégration, il devait être obligatoire l'année prochaine, au 1er janvier, théoriquement, et il ne le sera pas. Ce sera pour des raisons techniques, dit Alain Marron. On n'est pas prêt. C'est un camouflet pour ceux qui tenaient à cette mesure. On en a besoin de ce parcours d'intégration à Bruxelles ou pas? Je pense qu'on en a besoin, mais je reste calme à cet égard parce qu'en Flandre aussi, on a d'abord développé assez de trajets d'intégration et seulement après, quand l'offre et la demande se correspondaient à 100%, on a impliqué ou exécuté l'obligation. Et donc, comme il y a pour le moment presque 4000 trajets du côté néerlandophone et il y en a 6000 qui sont en train de se mettre en place du côté francophone, on en aura 10 000 qu'on pourra voir en 2020. Et là, on n'est pas encore sûr que ce sera assez, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais ce sera 12 ou 14 000, il y en a qui disent que c'est plus. Et à mon avis, on peut seulement dire aux gens qui sont susceptibles à ces parcours que c'est obligatoire quand nous, on est incapable de les financer et de les organiser. Voilà. Et donc, moi, j'ai quand même... Mais philosophiquement, vous souhaitez que ce soit obligatoire? Oui, parce que ça a été décidé par le précédent gouvernement et ça n'a pas été mis en cause par l'actuel gouvernement. Mais si ça prend encore un peu de temps, c'est pas, on ne perd pas de temps. On est en train de développer la machine.
Merci Sven Gatz. BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Sven Gatz, on a parlé de l'emportiérage, donc le danger des portières pour les cyclistes. Il va falloir faire des investissements dans la prochaine législature pour les pistes vélo, notamment à Bruxelles. Certainement, et c'est prévu. Donc je pense que Pascal Smet a déjà fait un bon travail à cet égard, et je pense que Mme Van den Brand va bien continuer dans la même direction. Les investissements, c'est une chose, hein, naturellement. Il y a aussi la sensibilisation. Je pense que déjà une bonne part des automobilistes sont conscients du fait que Bruxelles est devenue une ville pour les cyclistes maintenant, mais il y a quand même encore une part importante qui fait comme si les voitures étaient toutes seules dans la rue. Alors vous êtes aujourd'hui ministre bruxellois du budget. Il y a quelques mois, vous étiez ministre chargé de Bruxelles au sein du gouvernement flamand. Oui. Alors c'est Benjamin Dahl qui a repris ce poste-là au sein de l'exécutif flamand. C'est important d'avoir ce lien entre la région bruxelloise et le gouvernement flamand, ou c'est quelque chose de cosmétique qui ne sert pas souvent? Non, c'est quand même important parce que, bon, il y a les dossiers généraux, plutôt régionaux qui sont là, hein, avec les avions, la taxe intelligente kilométrique, le même ring, avec hein. les ministres, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Non, mais je veux dire, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui connaît les deux côtés, disons, hein. Et puis, il y a aussi les investissements directs que la communauté flamande fait toujours à Bruxelles, surtout pour l'enseignement, mais aussi la culture. Et je pense que toute la ville en profite. Donc, en ce sens-là, oui, c'est intéressant d'avoir cette fonction de liaison. On l'a d'ailleurs aussi du côté francophone, hein, et on se retrouve un peu dans la même situation, hein. En Flandre, on pense souvent que les Bruxellois, les Wallons, ils sont toujours d'accord sur tout. Bah, c'est pas le cas. Et c'est intéressant de voir comment, à l'époque, c'était Rachid Madran. Maintenant, c'est Madame Glatigny, si je me trompe pas. Hein. Oui, ils seront aussi nécessaires pour faire un peu l'intermédiaire entre les deux régions. Ouais. Le fait que Benjamin Dahl il soit membre du CDNV et que le CDNV ne soit pas dans la majorité à Bruxelles, ça complique pas un petit peu les choses? Non, je ne pense pas que ça va compliquer les choses, parce que je pense que M. Dahl est un homme sérieux et qu'on peut bien faire des accords avec lui. Donc c'est surtout aussi le caractère peut-être de l'homme politique qui fera notre affaire, je l'espère bien. Alors il y a un grand dossier qui va intéresser les Bruxellois, ou le gouvernement bruxellois en particulier, c'est celui de la taxation intelligente pour les automobiles. On a parlé de taxe au kilomètre. C'est dans l'accord de gouvernement bruxellois. La région wallonne et la région flamande ne veulent pas en entendre parler pour l'instant. Comment on va faire? De toute façon... Vous allez devoir y renoncer? Non, il y aura de toute façon d'abord les contacts avec les deux régions. Hein. C'est en train de se faire de ces jours, dans les semaines qui viennent. Les préparations sont en cours. Mais bon, surtout avec les Flamands, hein, eux, ils auront une demande aussi sur l'élargissement du ring, hein, d'une manière ou d'une autre. Oui. Et bon, notamment dans le nord-est de Bruxelles, il faudra... avec l'hostilité des communes concernées. Oui, je sais, c'est pas un dossier évident, mais en même temps, il faut essayer de trouver des points de contact. Je m'explique. Si le gouvernement flamand va faire le grand investissement pour le ring d'Anvers, le Oosterweel, il y aura aussi une taxe kilométrique à payer. Hein. On le dit pas trop. Hein. On va d'abord faire les investissements, mais puis il y aura aussi une partie du ring anversois qui sera à payer. Bon, maintenant, si on va faire des investissements sur les rings bruxellois, hein, on verra bien dans quelle mesure. À moyen terme, de toute façon, la Flandre va également prendre ces dispositions-là. Donc maintenant, peut-être à court terme, on aura des problèmes. Il faudra prendre des initiatives bruxelloises, mais à moyen terme, la taxe kilométrique est à l'ordre du jour. Et ces initiatives bruxelloises, une taxation intelligente, par exemple, quand on rentre dans le centre-ville aux heures de pointe, par exemple, on le fera avant la fin de la législature? Vous êtes d'accord avec ça? À mon avis, on le fera avant la fin de la législature. Vous avez un petit sourire. Clair. Ça veut dire que ce sera même très tôt, en 2021, 2022? Je pense que ce sera également, oui, sur la table dans les mois qui viennent, oui, parce que vous ne devez pas perdre de vue, si on a pris cette décision dans l'accord gouvernemental et on veut l'exécuter, c'est assez compliqué, hein, au niveau administratif, juridique, politique, technique, opérationnel. Donc, c'est pas très, très simple. Donc, si on veut le faire, il faut commencer maintenant, oui. Ouais. Et donc, ce sera sur le centre-ville, aux heures de pointe, avec une modulation sur les véhicules les plus polluants? Vous donnez des estimations intéressantes et un peu prévisibles. Donc, ce sera un peu dans ce sens-là, je suppose. Mais le dossier n'a pas encore été déposé au sein du gouvernement. On en discutera. Il y a quelques années, alors c'est pas récent, hein, ça date d'une dizaine d'années, 11 ans même, vous aviez écrit Le Bastard bruxellois, hein,